Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire portant sur les programmes d'études de l'Université TÉLUQ et leurs débouchés professionnels. Mon nom est Denis Gilbert, je suis du service des communications et des affaires publiques. Et avant que je l'oublie, je vous partage un chiffre ce soir, 910. 910, c'était le nombre de participants inscrits à la rencontre de ce soir, tout juste avant d'entrer en ondes. On vous remercie donc très sincèrement d'être aussi nombreux parmi nous pour ce webinaire. Ceci dit, j'ai maintenant l'immense privilège de vous présenter ma collègue de feu et surtout en feu, qui aura pour mission de vous entretenir du sujet de ce soir. Et j'ai nommé Guylaine Anfield, conseillère en orientation au service à la communauté étudiante. Allô, Guylaine, en forme? Bonjour Denis, ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Bon, super. En temps normal, la durée du présent webinaire est prévue pour 60 minutes. Dans un premier temps, Guylaine vous fera un topo complet du sujet qui vous interpelle. Suivra une période de questions que j'aurai le plaisir d'animer. Et à cet effet, vous êtes invité à utiliser la version, le module Q&R, pardon, ou encore Q&A. Vous avez une version anglaise de Zoom qui se trouve tout au bas de votre écran là, pour y aller de vos interrogations. Je vous informe enfin que le présent webinaire est enregistré et vous sera rendu disponible au cours des prochains jours par courriel. Alors, sans plus tarder, je cède de ce pas la parole à ma collègue Guylaine. Bon webinaire à tous. Merci d'être là. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être là pour vous ce soir. Je vais essayer d'être brève. Je vais essayer de vous expliquer en fait les débouchés professionnels, les perspectives, qu'est-ce qu'on fait avec nos programmes sur le marché du travail. Et je vais essayer de le faire en 20-25 minutes. Ensuite, je vais prendre les questions. Denis, en fait, va m'adresser vos questions. S'il vous plaît, essayez de nous adresser des questions qui sont d'ordre général, donc qui vont intéresser là, la grande majorité de nos auditeurs. Si vous avez des questions plus d'ordre personnel, quel programme moi j'ai besoin? J'ai tel profil, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour atteindre tel objectif? Je vais vous donner mes coordonnées, OK, à la fin de la présentation et vous aurez aussi les coordonnées de l'information générale, ce qui va vous permettre en fait de nous contacter directement et je m'engage personnellement à vous répondre à tous d'ici la fin de la semaine. Donc, sans plus tarder, je débute la présentation. Je vais commencer par vous présenter, en fait, l'ensemble des programmes qui sont offerts à l'université. L'université est divisée en 3 cycles, le premier, le deuxième, le troisième. Je vais vous expliquer aujourd'hui l'ensemble de ces programmes-là, mais je vais porter une attention toute particulière au programme de premier cycle, parce qu'en général, c'est ce qui intéresse nos futurs potentiels étudiants. Donc, premier cycle, programme court, certificat, certains l'appellent mineur, je vous explique tout à l'heure, majeur, baccalauréat, baccalauréat par cumul. Et je vous parle du deuxième et du troisième cycle un peu plus tard. Donc, procédons tout de suite avec le programme court. Un programme court, ça contient 9 à 15 crédits, donc 3 à 5 cours. Ça vous permet d'obtenir une attestation d'études universitaires de premier cycle. Pourquoi on choisit un programme court? On choisit ça pour se perfectionner ou pour s'initier au domaine. Donc, par exemple, j'ai un intérêt pour l'administration, je n'ai jamais touché à ça, je veux venir valider. Est-ce que c'est un domaine qui réellement me convient? Et est-ce que, par exemple, les études à distance me conviennent? Est-ce que c'est une formule dans laquelle je vais être à l'aise? Donc, on peut venir tester la formule d'études, on peut venir tester le domaine d'études avec un programme court. Donc, on vous donne 3 ans pour réaliser ce type de programme-là. Évidemment que si vous le faites à temps plein, vous pouvez le faire dans un délai beaucoup plus court. On parle d'un trimestre, une session qu'on dit sur campus, mais on peut quand même l'étirer jusqu'à 3 ans. Donc, très pratique pour ceux qui travaillent et qui ont à concilier la famille et autres responsabilités en même temps. Le certificat. Le certificat, il comprend 30 crédits, donc 10 cours. La réussite d'un certificat vous permet d'obtenir un diplôme de premier cycle universitaire. Donc, en quoi c'est utile? Bien, tous les emplois qui vont requérir un diplôme de premier cycle, le certificat en fait partie. Vous allez voir qu'il y a d'autres programmes qui mènent à un diplôme, mais le certificat, c'est le premier. Donc, comprend 10 cours. Ça représente une bonne base théorique. Donc, on comprend qu'on ne devient pas professionnel dans un domaine avec 10 cours, mais on fait un très bon premier pas avec ce type de programme-là. Les certificats peuvent se cumuler ensemble, je vous l'explique aussi tout à l'heure, dans un bac par cumul. Et on peut également prendre des cours d'un certificat et les intégrer dans une structure classique de bac. Donc, ça peut vous permettre d'aller chercher, de développer une corde de plus à votre arc. Par exemple, je suis sur le marché du travail, je suis infirmière
et on me dit, j'ai besoin d'acquérir finalement les compétences pour encadrer une équipe, par exemple, d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires. Et moi, je suis une infirmière, je ne suis pas une gestionnaire en ressources humaines, mais je vais avoir une tâche qui est quand même significative par rapport à ce domaine-là. Donc, je peux m'intéresser à un programme court, qui est 5 cours au niveau des ressources humaines dans mon exemple, mais je pourrais aussi m'intéresser à un certificat. Donc, je vais aller chercher une base théorique qui va me permettre ensuite d'élargir mes compétences, donc d'élargir mes champs professionnels, de pouvoir développer une autre compétence sans que celle-ci devienne centrale à ma tâche. Au niveau du certificat, on vous donne 5 ans maximal pour le réussir, mais encore une fois, si vous le réalisez à temps plein, c'est possible de le faire en 1 année d'études, mais on vous donne 5 ans pour l'étirer, pour réussir à le compléter. Ensuite, on passe à la majeure. La majeure, c'est la composante principale d'un baccalauréat. Ça vient regrouper des cours d'un même domaine. C'est entre 45 et 60 crédits, 15 à 20 cours, et ça nous donne aussi un diplôme de premier cycle universitaire. Donc, encore une fois, concrètement, sur le marché du travail, si vous voulez appliquer sur un poste qui requiert un diplôme, bien, on se souvient que le certificat est viable, mais aussi la majeure. On vous donne 7 ans pour réussir la majeure. Et encore une fois, je vais le répéter à chaque fois, mais c'est important, vous pouvez quand même réduire ce temps-là et le faire plus rapidement. Quand je vous dis que la majeure, c'est la composante principale d'un baccalauréat, ça veut dire qu'on peut mixer la majeure et une mineure pour en venir à avoir un baccalauréat par cumul. Donc, la mineure, le certificat, on se souvient que c'est une question d'appellation. Hein? Sur campus, on va souvent utiliser la mineure. Nous, à la TELUC, on utilise le certificat, mais en termes de structure de cours, c'est la même chose. Donc, c'est 10 cours et ça conduit à un diplôme. Et le cumul de la mineure et de la majeure va vous conduire à un grade. Donc, si vous voulez, par exemple, je vais reprendre le domaine de l'administration parce que c'est un de nos champs qui est les plus populaires à la TELUC. Donc, par exemple, vous me dites, ben moi, j'ai déjà un certificat en gestion des ressources humaines, puis je voudrais, par exemple, aller chercher un bac en ressources humaines. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, on pourrait aller chercher un cumul, par exemple, d'un certificat en relations de travail, un certificat en GRH, un certificat en administration, pour être en mesure de, finalement, compléter le grade. Pour la majeure, par exemple, à la TELUC, nous, on offre une majeure en lettres et langues, donc en majeure en culture et expression écrite. Donc, on pourrait dire, moi, je fais de la rédaction dans la vie, puis j'aurais besoin finalement d'asseoir théoriquement ce que je fais. Donc, on pourrait aller choisir la majeure qui vient nous donner une très bonne base théorique, dans ce cas-ci, 60 crédits, puis on viendrait le cumuler avec, par exemple, un certificat en traduction, un certificat en pratique rédactionnelle, un certificat dans le domaine SR, des lettres et langues. Le domaine SR, je vous explique ça tantôt quand on va parler des bacs par cumul. Donc, il faut comprendre à l'intérieur de ça que majeur, mineur, certificat, c'est des programmes qui peuvent finalement être décomposables, puis qu'on fait des mix ensemble dans un bac. Allons-y pour le bac. Donc, le bac, c'est 90 crédits, le programme de plus longue durée de premier cycle. Il vous conduit finalement au grade de premier cycle, qui est le grade de bachelier. Évidemment, vous le savez tous, ça conduit à des professions qui sont très spécifiques sur le marché du travail, de niveau professionnel, voire cadre, qui vous permet finalement d'appliquer sur des postes qui vont demander un grade de premier cycle universitaire. C'est souvent ce qu'on va voir dans les recherches d'emploi sur les sites de profession. On va vous dire, ben, il vous faut un grade où vous devez, par exemple, faire partie d'un ordre, d'une institution, d'une association professionnelle. Donc, c'est souvent à ce type de programme-là qu'on fait référence à un bac de premier cycle universitaire. On vous donne 10 ans pour le compléter. C'est un grand chiffre, 10 ans, ça peut paraître épeurant, mais encore une fois, on se rappelle que c'est parce qu'on peut l'étirer. Notre clientèle étant au travail, ayant souvent une famille, d'autres responsabilités à assumer, c'est ce qui nous permet en fait de diminuer au maximum le nombre d'abandons et favoriser la réussite de nos étudiants. Donc, attention, 10 ans, c'est la durée habituelle d'un cours universitaire. Au-delà de 10 ans, les cours peuvent être considérés comme désuets ou ayant besoin d'une mise à jour. Donc, idéalement, on essaie là, de compléter les études en 10 ans.
Passons maintenant au bac par composante. C'est quelque chose qui est c'est un programme, pardon, qui est de plus en plus populaire. Donc, c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce que je dis programme pour qu'on se comprenne, vous et moi, mais le bac par cumul n'est pas un programme auquel on doit s'inscrire ou on peut s'inscrire directement. C'est un cheminement qui, en bout de ligne, nous donne un grade. Donc, ça veut dire qu'on vient cumuler des programmes pour qu'à la fin, on puisse les rentrer tous dans une structure de grade qui, à la TELUC, sont quand même par thématique, par domaine. C'est-à-dire qu'un grade multidisciplinaire par cumul, chez nous, ça n'existe pas. Attention, ça existe quand même, mais dans une version classique et plus dirigée vers le domaine SR. Je vais vous en parler tantôt quand on va parler des domaines d'études. Donc, c'est un programme que vous comprenez multidisciplinaire, personnalisé. Donc, le contenu va varier d'un étudiant à un autre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est personnalisé, parce qu'il y a toujours une base de cours commun. Par contre, cette base-là, ensuite, on peut l'additionner à plusieurs composantes qui peuvent être très cohérentes, dépendamment du domaine et surtout dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, quand je dis ici, est-ce que le choix est prédéterminé? Est-ce que le choix est libre selon certains objectifs? Donc, la réponse, en fait, c'est les deux. Ça veut dire que, par exemple, l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière, va dire, ben nous, on reconnaît le bac par cumul en administration des affaires tant que vous avez fait le certificat en planification financière et que vous avez complété votre niveau de bac. Donc, à ce moment-là, c'est l'Institut lui-même qui va prédéterminer une partie des composantes du grade que vous avez à compléter. Dans d'autres cas, vous avez simplement à obtenir un grade. Par exemple, vous êtes déjà en poste. C'est arrivé souvent dans la dernière année, vous savez potentiellement que le gouvernement a changé un peu ses règles d'accès pour les postes de niveau professionnel au niveau du gouvernement du Québec. Au Canada, ça n'a pas trop bougé. Mais au niveau du gouvernement du Québec, on nous dit, bien maintenant, pour occuper un poste de professionnel, vous ne devez pas seulement avoir des années d'expérience, plus une formation de base qui est reliée à votre domaine. Vous devez avoir un niveau bac. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont appelés pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Donc, le bac par cumul peut être une très bonne option dans ce sens-là, parce que ça vous permet d'y aller pas à pas. Vous comprenez que dès la réussite d'un premier certificat, vous obtenez un diplôme de premier cycle universitaire, ce qui peut déjà vous permettre de diversifier vos fonctions, peut-être de déterminer puis de prouver à l'employeur que vous êtes crédible, que vous avez une base théorique qui est significative pour occuper ces fonctions-là, parce que vous avez maintenant un diplôme pour le prouver. C'est comme si on venait un peu asseoir théoriquement ce que vous faisiez déjà sur le marché du travail. Donc, d'y aller pas à pas, ça peut soutenir la motivation, permettre de la faire perdurer un peu plus longtemps et ça nous donne une petite carotte, qu'on se le dise. Dès que le certificat est fini, bien, vous avez votre diplôme. Donc, on comprend qu'on fait un diplôme, un deuxième diplôme et ensuite, on fait une demande, on fait analyser, en fait, notre parcours et puis, on est autorisé à aller s'inscrire au cours obligatoire et finalement à respecter les structures des bacs qui nous sont imposés. Tantôt, je vais vous parler là, des types de bacs par cumul, puis leur reconnaissance en général. Le marché du travail, je vous ai parlé de l'Institut québécois de planification financière. Le marché du travail reconnaît autant les grades par cumul que les grades classiques dans leur structure fixe. Le diplôme ne change pas, le grade ne change pas. Donc, qu'on fasse, par exemple, un bac en administration des affaires par cumul ou qu'on fasse un bac en administration des affaires dans sa version classique, vous allez quand même finir en bout de ligne comme un bachelier en administration des affaires. Donc, les fameux cours obligatoires dont je vous parlais tantôt, ben, ils se retrouvent tous, en fait, c'est tous des compétences que les bacheliers en administration des affaires doivent démontrer. On a 7-8 cours obligatoires dans ce cas-ci. Et le reste, en fait, peut être choisi selon ce qu'on disait justement, vos besoins et les besoins de votre employeur du marché du travail. Donc, les ordres, les associations professionnelles, on n'a pas, en fait, de distinction en termes de crédit, en termes de diplôme. C'est vraiment en termes de contenu que ça va venir finalement déterminer qu'est-ce qui est à choisir pour vous
pour atteindre votre objectif. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Donc, la possibilité de poursuivre des études au deuxième cycle, que ce soit un bac classique ou que ce soit un bac par cumul, les critères vont être les mêmes. Donc, deux informations importantes à retenir. Votre demande d'admission va être évaluée par le comité d'admission. OK? Et les critères sont variables. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut aller voir, il faut prendre des informations. Donc, avoir l'initiative vous-même d'aller prendre ces conditions-là d'admission et de les analyser pour que, idéalement, vos choix de premier cycle soient cohérents avec vos études de cycle supérieur. Ce n'est pas le drame non plus si ce n'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que des propédeutiques peuvent aussi être accessibles, donc peuvent vous être demandés pour pouvoir accéder aux études de cycle supérieur. Donc, une propédeutique, c'est quoi? C'est des cours de mise à niveau, des cours qui sont jugés comme essentiels au premier cycle pour ensuite pouvoir suivre au deuxième cycle. Donc, on voit que vous avez le niveau, grade numéro 1, parfait. Ça nous permet d'aller à l'étape numéro 2. Mais il faut quand même que certains cours de base théoriques sont importants pour la suite soient bien réussis. Donc, on vous demande quand même d'avoir des résultats là, qui sont satisfaisants. Qu'est-ce qu'un résultat satisfaisant? Encore une fois, ça change d'un programme à un autre. En général, puis là, je vais y aller d'ordre très général, ça ne s'applique pas à tous les programmes, mais en général, on peut s'attendre à devoir avoir une moyenne qui oscille autour de 2,8 à 3,2 sur 4,33 pour pouvoir là, accéder aux études de cycle supérieur. Encore une fois, étant dans un contexte post-pandémique, je le dis un peu avec une bémol, on est dans une situation où le marché du travail est un peu en redéfinition. Tout le monde sait, je n'apprendrai rien à personne en disant qu'on est dans une période où il manque beaucoup de personnel dans plusieurs domaines. Donc, on essaie d'arrimer le mieux possible les études avec le marché du travail, arrimer les conditions d'admission pour que ce soit plus accessible, pour qu'on puisse former des professionnels, des cadres plus rapidement pour qu'ils soient sur le marché du travail. Donc, on est quand même prêt à négocier avec vous. Puis parfois, vous n'avez pas la moyenne, vous avez 2,7 au lieu de 2,8. Bien, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Fait que ça vaut la peine de contacter les équipes programmes, de présenter votre profil, de présenter vos objectifs et de voir si on est capable là, d'arrimer et de faire en sorte que vous puissiez avoir une candidature qui est intéressante et être admis finalement au deuxième cycle. Donc, pour récapituler, OK, au niveau du premier cycle, je trouvais important de vous transmettre un tableau parce que je suis consciente que c'est des informations qui sont très techniques. Il y en a beaucoup. J'essaie de faire un webinaire assez court pour éviter qu'on s'en fâche dans trop d'informations techniques. Donc, je vous transmets le tableau. Vous le recevrez là, par courriel, puis ça vous permettra d'avoir un aide-mémoire plus condensé de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Pour le deuxième cycle, donc, j'en ai pas parlé volontairement parce que je vous disais qu'il y a moins d'intérêt souvent dans les webinaires là, au niveau des futurs potentiels étudiants, mais je trouve quand même important de vous en glisser un mot parce que qui sait, hein, vous êtes peut-être rendu là vous aussi, vous connaissez mieux l'université de façon générale, donc je vais y aller quand même là, de façon assez succincte. Un programme court au deuxième cycle et un programme court au premier cycle, on parle d'une durée là, qui est très similaire, donc 3 à 5 cours. Ça va vous donner une attestation d'études, encore une fois. Même chose qu'au premier cycle. Sauf qu'un programme court au deuxième cycle, on va le chercher pour autre chose. Au premier cycle, on s'initie, on teste notre intérêt, on se perfectionne. Au deuxième cycle, on va se perfectionner, mais on va aller chercher un perfectionnement qui est spécialisé. Donc, par exemple, j'ai fait mon bac en administration pour encore reprendre le domaine et je veux me spécialiser en finance d'entreprise. J'ai touché à la finance d'entreprise nécessairement dans mon bac, mais moi, je veux axer davantage dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Si c'est, encore une fois, pour pouvoir moduler légèrement mes responsabilités ou avoir une meilleure compréhension, par exemple, dans une équipe de travail, participer aux stratégies de gestion, bien, je peux me dire, je n'ai pas besoin parce que ce ne sera pas l'ensemble de mes compétences et ce ne sera pas central, mais j'ai besoin d'aller chercher quelques cours pour me sentir plus outillée, aller plus en profondeur dans mes réflexions, puis aller chercher quelques compléments.
Pour le DESS, on est dans la même philosophie que le certificat, mais encore une fois, on parle d'études supérieures spécialisées. Donc, c'est très spécifique, les DESS, et souvent, ça va répondre à des besoins qui sont tout autant spécifiques. Je sors un peu de l'administration, je vous donne un autre exemple au niveau, par exemple, de la santé mentale. C'est un DESS qui est très populaire chez nous. Les gens, OK, à travers la maîtrise par cumul, dont je vous parle dans quelques instants, peuvent se dire, bien écoute, moi, je suis intervenant, je suis travailleuse sociale, je suis conseillère d'orientation, puis je travaille avec une clientèle qui présente des problématiques de santé mentale et j'aimerais ça creuser. Je me sens pas aussi assez outillée, mais là, j'ai besoin d'avoir une bonne base théorique parce que c'est une intervention qui est très spécifique et importante, qui a des conséquences considérables potentiellement considérables sur la vie d'autrui. Donc, je vais aller me chercher une bonne base théorique. On peut s'intéresser à ce moment-là au DESS. La maîtrise par cumul, c'est, par exemple, si dans cet exemple-là, je veux être, par exemple, une psychothérapeute. Je fais partie d'un ordre professionnel. Mais là, pour devenir psychothérapeute, ben l'ordre me dit, il faut que tu ailles chercher une maîtrise. Moi, pour faire partie de mon ordre, j'avais un bac et c'était parfait pour exercer à titre de professionnel. Mais là, on me dit, tu peux exercer à titre de professionnel, mais tu dois aussi aller chercher une maîtrise si tu veux faire plus. Tu veux aussi devenir, par exemple, dans ce cas-ci, psychothérapeute. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'une maîtrise. C'est une exigence qui est imposée par l'ordre professionnel. Donc, à ce moment-là, on pourrait se dire, ben, je vais faire mon DESS, je vais aller le compléter avec un programme court et je vais avoir une maîtrise par cumul qui va me permettre de répondre à une des exigences de l'ordre professionnel. Donc, vous voyez, encore une fois, pour les maîtrises par cumul, on est capable un peu de moduler. On en offre en technologie éducative, on en offre au niveau de la formation à distance. Je vous en reparle tout de suite après dans les domaines, mais encore une fois, il faut garder en mémoire que les études de cycle supérieur sont présentes pour vous aider à aller chercher cette précision-là au niveau d'un domaine spécifique. Puis, dépendamment des exigences, puis dépendamment de comment vous vous situez par rapport à vos propres compétences, qu'est-ce que vous jugez avoir de besoin et qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir mieux et plus outillé, bien, le programme court DESS maîtrise est potentiellement, sont potentiellement, des bonnes alternatives là, à considérer. Passons au domaine, finalement, d'études. Je regarde l'heure, voir si je parle trop. Déjà 19h25, donc je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour compléter, pour prendre le plus de questions possible. Donc, au niveau des communications, l'Université de va offrir là, essentiellement la communication organisationnelle, donc les communications à l'interne d'une organisation, les communications à l'externe, les relations publiques et l'analyse des médias. Tout ce qui est télé, radio, télévision, je l'ai déjà dit, pardon, cinéma, n'est pas offert par notre établissement. Au niveau de l'éducation, attention, on parle de l'éducation et non de l'enseignement. Donc, si vous cherchez à avoir un brevet d'enseignement, je vous en parle parce qu'on a beaucoup de questions en ce sens-là. On vient de faire une très belle annonce au niveau d'un programme de DESS qui va éventuellement mener au brevet. Ce n'est pas le cas présentement, mais éventuellement. Donc, au premier cycle, on n'offre aucun programme qui permet d'accéder à un brevet d'enseignement. Mais on offre des programmes plus au niveau de l'éducation des adultes et autres. Je ne vais pas vous nommer tous les programmes aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long, mais je vous invite à aller voir et à garder en tête que si vous êtes davantage intéressé par l'enseignement, c'est plus au niveau de maîtrise que ça va se passer avec notre établissement. Au niveau de l'environnement, donc, on a divers programmes. L'environnement fait partie là, du domaine des sciences appliquées. Donc, si vous voulez faire, par exemple, un bac par cumul, c'est le domaine S-Sciences qui va comprendre tous les programmes qu'on peut offrir au premier cycle au niveau de l'environnement. Informatique, technologie de l'information, même chose, on est dans le domaine des sciences appliquées. On a beaucoup de programmes au deuxième cycle, au niveau technologie de l'information, au niveau de la gestion, la gouvernance des technologies de l'information. Donc, nos programmes de deuxième cycle sont assez populaires. Par contre, il faut répondre aux conditions d'admission, évidemment, pour y accéder, mais c'est quelque chose qui, à la TELUC, là, fonctionne très bien. Au niveau des lettres et langues, on a aussi beaucoup de programmes de plus courte durée, de plus longue durée. Donc, je vous invite à aller les voir. Il n'y a pas de précision de spécificité particulière. Mais on a quand même une offre très intéressante. Au niveau pluridisciplinaire,
Donc, je vous nommais tantôt le bac qui permettait au niveau SR d'aller chercher quand même des cours qui proviennent là, de plusieurs domaines. Le domaine SR, si je vous l'explique brièvement, c'est un terme latin. Je prends le temps de vous l'expliquer parce que c'est très populaire aussi. Donc, c'est tous les programmes qui sont en sciences humaines, sciences sociales, lettres et langues et communication. Donc, si on s'intéresse à ces domaines-là, c'est possible pour nous d'aller chercher un bac SR par cumul ou un bac SR classique. Le classique va vous imposer une dizaine de cours et après ça, vous allez pouvoir créer un cheminement selon vos besoins. La structure par cumul va vous imposer aussi quelques cours, mais beaucoup moins que la formule classique. Donc, on a 3 cours d'imposer. Sinon, ben, on a vraiment à aller se créer une formation là, en fonction là, de la pertinence et de la cohérence selon ce qu'on veut faire sur le marché du travail. Les sciences, donc on a sciences et technologies, on a peu de programmes en sciences. On a des programmes qui sont plus axés vers la méthodologie, donc biologie, chimie, physique. Ce n'est pas des programmes qui sont encore très poussés au niveau de la formulation de la formule à distance. On sait qu'on y travaille. Il y a des cours très théoriques qui sont parfaitement accessibles par rapport à la formation à distance, mais c'est encore peu développé là, pour notre établissement au premier cycle. Les sciences de l'administration. Alors, voilà notre gros dada, je devais dire. Il y a beaucoup de programmes au niveau des sciences de l'administration. C'est des programmes qui sont très populaires. On a beaucoup de concentration au niveau des bacs. On en a 7 ou 8. On a quand même beaucoup de programmes qui sont très variés en termes de durée, en termes de diplomation, essentiellement au premier cycle. Donc, voilà pour l'administration et sciences humaines et sociales. Donc, psychologie, sciences sociales, géographie humaine. Donc, il y a encore une fois là, une panoplie de programmes intéressants. Avant de passer aux questions, je veux vous faire un petit résumé pour les grands domaines. Donc, tantôt, on parlait de bac par cumul. C'est intéressant de savoir qu'on a un bac par cumul en administration. On a un bac par cumul S-Sciences qui vous permet de cumuler des programmes en environnement, en informatique, en sciences appliquées. On a le programme de bac SR que je vous ai nommé tantôt. Puis, on a le programme, attendez, je l'oublie, lettres et langues, informatique, environnement. Non, je les ai toutes faites. Sauf qu'il y a des structures différentes que vous allez pouvoir voir sur notre site. C'est qu'avec majeur, sans majeur, donc par cumul. Donc, avec un programme qui est imposé dans le bac par cumul, où le reste, on peut aller choisir, encore une fois, selon nos besoins. Donc, c'est les grands domaines qui sont couverts là, par l'Université TÉLUQ. Je m'excuse, j'ai été plus longue que prévu. J'espère que je vous ai donné une bonne information de base sur nos programmes, comment ils vous seraient utiles sur le marché du travail. Bien sûr que je suis consciente que c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Maintenant, je m'engage, comme je vous disais tantôt, à répondre à vos questions personnelles d'ici la fin de la semaine. Donc, écrivez-moi un courriel. Vous allez voir, on met ici l'adresse en ligne du formulaire pour accéder au service d'orientation. Je suis la conseillère d'orientation. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez aller dans la rubrique service. Si vous n'avez pas le lien ce soir, vous ne l'avez pas copié, vous en souvenez pas, vous allez sur le site institutionnel, dans la rubrique service. Vous allez voir conseil en orientation. Vous cliquez sur ça, puis vous allez voir le lien vers mon formulaire. Écrivez-moi. Dites-moi c'est quoi votre situation. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi votre besoin? C'est quoi le programme que vous aviez déjà identifié comme potentiellement intéressant pour vous? Et moi, je vous réponds cette semaine et je vais vous donner là, toutes les informations nécessaires pour confirmer ou non, malheureusement. Hein, ça se peut que le plan ne fonctionne pas. Et je suis très honnête et très transparente envers vous. Ma job, c'est de vous transmettre des bonnes informations. Donc, je vais le faire même si notre établissement ne vous convient pas, malheureusement, mais je vais vous donner les liens pour trouver l'information qui est nécessaire. Donc, gênez-vous pas. L'information générale, une excellente source d'information aussi. Si votre question est plus d'ordre général, puis vous dites, OK, je ne suis pas certaine, bien, l'information générale, on a des agents de gestion des études qui connaissent l'université sur le bout de leurs doigts. Donc, ils peuvent vous donner aussi une très bonne base d'informations pour faire un premier pas vers votre réflexion, pour pousser un petit peu plus en profondeur là, ce projet-là de potentiel retour aux études. Donc, gênez-vous pas à nous contacter puis à venir valider ce que vous aviez déjà en tête. J'imagine que si vous êtes inscrit au webinaire ce soir, c'est que vous avez probablement déjà là, une idée de poursuivre des études universitaires. Donc, ça nous fera grand plaisir d'essayer de vous donner plus d'outils pour y parvenir.
Donc, avant de passer aux questions, j'aimerais faire une petite annonce. Ce soir, notre cher Denis Gilbert, notre présentateur qui va m'adresser vos questions, fait aujourd'hui sa dernière activité professionnelle de sa carrière. Donc, plus de 30 ans que ce cher Denis est avec nous. Pas responsable, mais professionnel aux communications. Il a fait des webinaires et 1 et 2 et 40. Donc, Denis, à mon nom personnel, puis je crois au nom de tous, même si c'est des gens qui ne te connaissent pas, ils ont vu aujourd'hui ton sourire, ils ont entendu ton dynamisme et je prends pour moi de te dire un énorme merci publiquement pour tout ce que tu as fait pour moi personnellement et aussi pour tous mes collègues qui ont eu le plaisir de t'avoir. On se sentait en sécurité, on savait que nos questions seraient posées, on savait que le webinaire irait bien. Tu as été très sécurisant, puis tu as été très professionnel, puis ça a été un bonheur de travailler avec toi. Donc voilà, je m'en excuse pour tous ceux qui ne connaissent pas Denis, mais ça me paraissait très important de lui faire un petit coucou pour sa dernière activité. À 8 heures, l'ordi va finir, va fermer et Denis va passer à un autre appel. Donc, merci, mon grand Denis. Ah, Guylaine, je savais que tu serais en feu et puis merci beaucoup là, pour tes bons mots, ça me touche beaucoup. Mais là, l'heure est venue de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la période des questions. Alors, allons-y qu'une première de ce pas. Est-ce que le BAA est reconnu par les ordres professionnels tels que l'Ordre des évaluateurs agréés? Donc, pour les évaluateurs agréés, il y a quand même une structure. Donc, il y a un certificat en évaluation qu'il faut aller chercher. Ce certificat-là, il n'est pas offert par la TELUC, mais il est offert par d'autres établissements. On peut l'intégrer dans un bac en administration des affaires par cumul et effectivement ensuite procéder. Il y a d'autres choses qu'il faut faire. Il n'y a pas juste un bac pour les évaluateurs agréés, donc il y a d'autres conditions, mais la réponse est oui. Il faut simplement s'assurer que tout ce qui est fait ailleurs peut être reconnu chez nous, qu'il y ait des bonnes notes, des bons résultats, puis effectivement que le BAA est reconnu par exemple, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Je nomme celui-ci parce que je sais qu'il est très populaire. L'Ordre des CPA du Québec. Nous, on n'offre pas le bac en sciences comptables, mais attention, on offre le certificat d'accès au CPA. Donc, avec un bac en administration, on rajoute le certificat CPA et l'Ordre le reconnaît aussi. Donc, je dirais qu'en général, c'est oui, mais il faut valider votre contenu. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que les crédits d'un programme court ou de plusieurs programmes courts peuvent être cumulés pour obtenir un certificat? Oui, tout à fait. Donc, quand on parlait tantôt d'y aller progressivement, c'est un très bon exemple. Donc, on peut faire un programme court pour tester notre intérêt, puis ensuite, par exemple, un programme court d'initiation à la gestion qui est bien populaire chez nous. Et ces cours-là peuvent se retrouver, par exemple, dans le certificat en management, dans le certificat en administration, dans d'autres programmes. Donc, la condition, là, retenez qu'il faut avoir des bons résultats. On ne sait pas trop c'est quoi des bons résultats, mais ça tourne autour de 72-75% et plus. Puis à ce moment-là, effectivement, si les cours sont récents, qui ont obtenu des bons résultats, on peut les utiliser pour continuer la formation d'une plus longue durée. Prochaine question. Le processus d'admission prend combien de temps pour l'admission à un programme ou un cours? Prévoyez 4 à 6 semaines entre le moment où vous allez envoyer votre demande d'admission et le moment où vous allez pouvoir débuter votre cours. Donc, nous, on vous envoie une trousse de départ, votre matériel. Parfois, il n'y a pas de livres et de recueils de textes. Université à distance veut dire qu'on a des outils technopédagogiques, CD, DVD pour parler en termes simples et autres. Donc, parfois, c'est très peu d'informations, mais vous allez quand même recevoir une trousse de départ chez vous. Donc, 2-3 semaines après l'envoi de la demande d'admission, on reçoit la confirmation d'admission. Et ensuite, on vous demande de vous inscrire pour venir valider votre admission. Et là, on s'attend à ce que 5-10 jours. Donc, nous, on dit 4 à 6 semaines parce que vous savez que la Poste nous fait toujours des belles surprises, entre parenthèses. Mais on dit 4 à 6 semaines, mais ça peut prendre un peu moins de temps. Quelqu'un aimerait avoir des informations de base sur le nouveau programme de DES de deuxième cycle en éducation préscolaire et enseignement primaire de 30 crédits. Est-ce qu'on peut brièvement décrire le fameux programme? Puis j'aurais une deuxième question là, en relation avec ce fameux programme. Bien, écoutez, la meilleure équipe pour vous en parler, c'est l'équipe programme. Hein? C'est eux qui ont construit ça avec le gouvernement, en tout cas bien informés par le gouvernement. Donc, je ne vais pas prendre la parole pour vous expliquer la structure. Ce que je vais vous dire, par contre, c'est que ce DESS-là a été créé par le besoin criant d'enseignants sur le marché du travail.
c'est très ciblé comme formation. Donc, on doit déjà répondre à un ensemble de critères. Donc, ça ne remplace pas et c'est loin de remplacer le bac de 4 ans sur campus. Par contre, quand on est déjà enseignant et qu'on n'est pas légalement qualifié, qu'on a déjà un bac, qu'on a déjà finalement une expérience professionnelle puis qu'on a une charge d'enseignement, bien, on peut aller chercher ce DSS-là puis aller finalement chercher tout ce qui nous manque au niveau de l'encadrement, de l'évaluation des compétences, de l'andragogie, de la pédagogie. Donc, ce certificat-là, avec la maîtrise, Denis, je te devance un petit peu parce que j'imagine ça va être quoi la question, fait que tu pourras me corriger si je passe à côté. Donc, la maîtrise, le DSS pourra aussi être intégré finalement à la maîtrise. Donc, dépendamment de votre profil, dépendamment de votre lien d'emploi, dépendamment de ce que vous avez déjà fait comme étude de premier cycle, un ou l'autre serait à considérer pour éventuellement l'obtention du brevet. Le DSS, pour l'instant, ne conduit pas au brevet. C'est une volonté gouvernementale. Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça sera dans la formule qu'on offre depuis là, cette semaine, la semaine dernière? Je ne répondrai pas à ça, je ne voudrais pas être dans l'eau chaude, mais l'équipe programme vous donnera plus d'informations là, sans aucun problème. Bon, ben, ça m'amène à la suite de la question suivante. Est-ce que la maîtrise ou le DES requiert une expérience professionnelle passée en établissement scolaire ou encore une promesse d'embauche suffit pour être admis au programme? Je ne répondrai pas à ça parce que je m'excuse. C'est des conditions d'admission puis c'est du cas par cas. Il y a vraiment cette structure-là de programme est spécifique. Elle a été montée vraiment selon un besoin de la société, selon une demande gouvernementale. Donc, à partir de là, il y a des critères très précis. Je n'irai pas plus loin dans ces critères-là ce soir. Grosso modo, il faut avoir un lien d'emploi. Pour avoir un lien d'emploi, est-ce que le centre de service que vous engagez sans expérience, là, à partir de là, ça devient assez complexe à répondre. J'ai donné les coordonnées à la personne qui nous interpellait à cet égard-là. Prochaine question. Est-ce aussi pertinent sur le marché du travail de faire un bac par cumul équivalent, par exemple, en administration, ou vaut-il mieux plutôt faire un bac en administration? Bien, écoutez, comme on disait tout à l'heure, le bac en administration, que ce soit fait par cumul ou que ce soit la structure classique de base, ne change pas le diplôme que vous allez recevoir. Vous allez être une bachelière en administration des affaires. Les cours du tronc commun, c'est les compétences qui sont exigées d'un bachelier en administration. Qu'on soit en comptabilité, en ressources humaines, qu'on soit en marketing, le bachelier en admin a des compétences de base. Donc, à partir de là, ces cours-là sont obligatoires, on vous les impose. Ils se retrouvent dans le certificat en administration, en passant, mais ils se retrouvent aussi de façon aléatoire dans plein de programmes, mais on vous les impose. Donc, à partir de là, le diplôme ne change pas, le nombre de crédits ne change pas, la valeur sur le marché du travail ne change pas. Ce que ça vous permet, c'est d'avoir une plus grande portée sur votre liberté de choix de cours. Puis ça vous permet, comme je le disais tantôt, d'y aller pas à pas. Donc, d'aller chercher un premier programme. Ou si vous avez déjà fait un premier programme, puis vous dites là, ça ne suffit pas, mon certificat, il faut que j'aille un grade. Bien, peut-être que si vous avez eu des bonnes notes, puis que c'est pertinent, les cours sont récents, qu'on peut le récupérer, puis vous amener un grade. Mais de base, dépendamment de votre situation, parce que je vais me garder une petite nuance ou une petite gêne, mais dépendamment de votre situation, j'aurais tendance à vous dire que la grande majorité des employeurs va reconnaître de façon équivalente un ou l'autre tant que le grade est acquis. Excellent, merci. J'aimerais savoir si le cours d'appoint en mathématiques est un cours aussi gros là, qu'un véritable cours de 3 crédits. Puis est-ce qu'il est de la même longueur en termes de temps, à savoir 15 semaines? Donc, non. La réponse est non. Vous avez beaucoup plus de temps pour le faire. En fait, il y a deux volets à la question. Donc, je m'attaque à la première. Vous avez en fait une obligation de maîtrise de mathématiques. C'est de niveau collégial. Ce n'est pas un cours de niveau universitaire. Puis, c'est un cours qui se détaille en modules. Un coup, vous avez fait le module 1, il est validé, on passe au module 2, il est validé, on ne revient pas en arrière. Ce qui est normalement assez facilitant pour la progression au niveau là, de ce cours-là. On vous donne une année entière pour le faire. Ça vous permet quand même de débuter des cours de votre programme. Attention à votre choix de cours. Donc, si vous faites un cours de mathématiques, tous les cours qui sont plus d'ordre quantitatif, donc fiscalité, finance, économie, je vous suggère grandement de ne pas les prendre. En fait, je ne devrais pas vous le suggérer parce qu'on ne vous autorisera pas à les prendre. C'est des cours qui requièrent vraiment une base en mathématiques. L'idée à travers de ça, c'est d'acquérir une logique mathématique pour être capable de l'appliquer à des domaines qui sont plus reliés à l'administration, à la gestion.
Donc, on parle plus de statistiques. On ne parle pas de calcul intégral et différentiel et ces fameux cours de cégep que personne n'a aimé. Je m'excuse. Donc, voilà. J'espère que ça répond. Super. Est-ce qu'une maîtrise peut être aussi obtenue par une compétence qui est hors domaine pour élargir ses horizons? Par exemple, je fais un bac en informatique et ensuite j'aimerais faire un MBA. Donc, ça vient un peu rejoindre les fameuses propédeutiques dont je vous parlais tantôt. La réponse, c'est oui. OK? C'est possible, c'est parfois nécessaire de faire ça. C'est un très bon exemple, Denis, parce que l'administration informatique, ça va souvent de pair aussi. Donc, oui, c'est possible. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va vous dire, OK, si tu n'as pas fait tel cours au premier cycle, tu peux être admis parce que tu as ton grade, parce que tu as une bonne moyenne. Donc, on voit que tu as la capacité de le faire. Maintenant, va te chercher tel cours et on va ensuite t'admettre conditionnellement à la réussite de. Donc, c'est possible qu'on me dise non, on ne t'admet pas conditionnellement. Va les chercher, puis reviens-nous. Mais c'est possible aussi qu'on me dise oui, on t'admet conditionnellement, donc tu peux commencer tel cours, puis après, quand tu nous auras démontré ta maîtrise, ben, tu pourras t'inscrire au suivant. Donc, oui, c'est possible. Ouais. On parlait de MBA il y a un instant. Est-ce qu'on prévoit offrir le MBA dans les prochaines années à l'Université TÉLUQ? On aimerait ça, hein? On aimerait ça beaucoup. C'est quelque chose qui est très populaire, effectivement. Il y a beaucoup de programmes qui sont en développement, mais là, je me ferais taper sur les doigts si je vous disais tout ce qui est en train de se préparer. Vous savez bien que c'est très long à l'université. Il y a beaucoup de paliers d'autorisation avant qu'on puisse l'offrir. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup de projets sur la table, mais je ne me mouillerai pas à vous dire lesquels, mais on aimerait ça, un MBA. Je partage l'intérêt de la personne qui a posé la question. Et je seconde et même trigonde. J'ai une question. Est-ce que l'on peut faire un certificat de préparation CPA si on fait le bac en administration, concentration en comptabilité et finance? Oui, tout à fait. Pour notre établissement à nous, en fait, c'est un cheminement, je vous dirais, qui est avantageux parce que ça vous permet déjà de faire des cours qui sont requis comme préalable au niveau du certificat de préparation CPA. Donc, ce qu'on n'a pas le droit, on demande d'avoir un grade de premier cycle pour y accéder. On n'a pas le droit d'avoir un bac en sciences comptables. Ce n'est pas ce qu'on offre, nous. Nous, on offre un bac en admin, concentration, comptabilité, finance. Donc, la réponse, c'est oui. Est-ce qu'une maîtrise par cumul en santé mentale permet d'enseigner? En fait, l'enseignement, OK, au niveau collégial, j'imagine que c'est à ça qu'on fait référence. Santé mentale, c'est rare que c'est enseigné au primaire ou au secondaire. Mais au niveau des cours de psychologie, par exemple, du cégep, ce qu'on va demander en général. Puis encore une fois, je vais faire attention, puis je vais mettre un bémol. Vous savez encore, les conditions d'accès pour l'instant tentent à être modulées parce qu'on manque de professeurs. Avant la pandémie, je vous dirais que, pardon, l'exigence classique était d'avoir une maîtrise dans le domaine dans lequel on veut enseigner. Par contre, dans des programmes de plus courte durée, ben, c'est possible qu'avec un bac, on puisse le faire. Et dans certains cégeps, par exemple, qui sont plus en région, qui sont plus éloignés, dépendamment du bassin de professeurs, dépendamment du nombre d'admissions, donc d'inscriptions d'étudiants, on peut venir finalement moduler ces exigences-là. Retenez qu'à la base, pour enseigner au niveau collégial, on a besoin en général d'un niveau maîtrise. Tour. Bonsoir, j'ai entamé un bac par cumul à l'UQAM. Il me reste un cours pour finir mon premier certificat en comptabilité générale. Est-ce que je peux ensuite aller faire les deux autres chez vous? Fort probablement. J'aurais besoin de voir votre dossier pour vous répondre plus précisément, puis c'est pas moi qui le ferai de toute façon. On a une équipe entière qui est vraiment là, déléguée pour les analyses, pour les bacs par cumul, qui vont prendre votre dossier, qui vont regarder ce que vous avez fait, puis qui vont vous dire, si tu veux continuer, voici ce que tu as à faire. Encore une fois, la règle, je vous dirais très générale, c'est des bons résultats, des cours récents, puis à ce moment-là, tout semble dire que ça pourrait être possible. J'aimerais faire un bac par cumul, est-ce possible, puisque j'ai déjà un certificat de l'UQAM? Les certificats qui proviennent de l'UQTR, de l'UQAM, de McGill, de l'Université Laval, en fait, qui proviennent même d'un autre pays. On offre la formation un peu partout. Hein. Je voyais tantôt des questions passer sur les étudiants étrangers. L'équivalent d'un certificat, un certificat qui peut en fait être offert n'importe où, peut être admis, peut être accepté, pardon, à la TÉLUQ dans un bac par cumul. Il faut faire analyser votre dossier. C'est vraiment, je vous dirais, la première règle. Si vous venez de l'étranger, l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec
peut être très aidant pour nos équipes pour analyser le contenu de ce que vous avez fait, avoir un référent plus clair pour nous. Ce n'est pas du tout imposé, soit dit en passant, mais si vous l'avez, ça peut faciliter notre analyse. Est-ce que l'on peut suivre un seul cours, comme en comptabilité, par exemple, où je suis dans l'obligation de suivre un programme en entier? Vous avez la possibilité, en fait, il y a même 2 options par rapport à ça. Donc, vous avez la possibilité d'être étudiant libre puis auditeur libre. Étudiant libre, en fait, ça vous permet de suivre un cours sans être admis dans un programme, par curiosité, par envie. Bon, par curiosité, disons ça comme ça. Donc, c'est possible. Les activités d'évaluation sont obligatoires, donc les travaux, les examens, et vous obtenez les crédits à la fin de votre cours. Donc, en formation continue créditée, ça peut aussi très bien paraître sur un CV, dire je suis allé chercher ce cours-là pour bonifier mes compétences. Auditeur libre, c'est aussi possible. L'auditeur libre, en fait, il n'y a aucune activité d'évaluation. Donc là, c'est vraiment là, par intérêt personnel, pour rester actif intellectuellement, pour aller finalement avoir le plaisir de s'enrichir au niveau culturel, mais il n'y a pas de crédits qui sont associés. Donc oui, vous pouvez le faire. Attention, l'étudiant libre, on lui permet toutefois 5 cours maximum sous ce statut-là. Donc, ce n'est pas un étudiant à temps partiel, ce n'est pas un étudiant à temps plein, c'est un étudiant libre, puis il a le droit de faire 5 cours à ce titre-là durant toute la durée de sa formation universitaire. Donc, si vous en avez fait un en 1980, puis vous en faire un autre en 2025, vous allez être rendu à 2. Ça ne s'efface pas. C'est vraiment durant toute votre durée universitaire. Bon, vous êtes une université à distance, mais est-ce qu'il y a du matériel papier qui nous est posté par pur hasard? C'est possible. En fait, on a à peu près 33 si je ne me trompe pas, de nos cours qui sont en ligne. Le reste, en ligne, dans le sens que c'est des outils technopédagogiques, puis il y a peu de papier. On essaie de tendre vers ça, évidemment. Mais oui, on a quand même beaucoup d'étudiants, puis beaucoup de cours plus formels, des gens qui aiment avoir du papier, des volumes, des recueils de textes. Donc, on a des volumes, puis vous allez voir, au niveau numérique, parfois, c'est possible d'avoir les documents dans cette version-là ou de les avoir version papier. Donc, c'est une option qui est parfois aussi offerte. Donc, de dire, ben, toi, tu préfères avoir le volume numérique, ben, tu peux le demander à la compagnie d'édition, ou si tu veux avoir la version papier, ben, nous, on va te l'envoyer. Donc, les 2 sont souvent possibles, mais encore une fois, pour avoir la certitude, vous allez sur le cours qui vous intéresse, vous cliquez dessus pour en savoir plus, puis là, on va vous détailler les évaluations, le matériel, est-ce que c'est numérique, est-ce que c'est papier. Donc, ces informations-là sont accessibles pour vous via notre site là, institutionnel. Je n'ai pas d'expérience en finance, mais j'ai un intérêt marqué pour ce domaine d'activité. Est-ce qu'il y a des prérequis pour ce domaine-là qui sont exigés chez vous? Bien, il y a des prérequis pour tout. On va partir avec cette base-là. Là. Il y a des conditions d'admission dans tous les programmes. Le fait que vous n'ayez pas fait de finance n'est pas nécessairement l'argument qui va faire « on ne vous accepte pas ». Donc, il faut analyser votre dossier. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle significative? Est-ce que vous avez 21 ans et plus? Donc, on a des critères qui sont effectivement établis pour chaque programme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être admis. Retenez ça, mais il faut faire analyser votre dossier. OK. Je suis diplômé en comptabilité et finance. J'aimerais savoir s'il est possible d'accéder à un 2e cycle en évolution des risques professionnels. Je n'avais pas de réponse à cette question-là. Alors peut-être, Guylaine, tu as ça dans ta manche. En évolution des risques professionnels, je ne connais pas de programme qui est nommé ainsi. Qu'on ait un premier cycle qui vienne d'ailleurs de la TELUC ou qui vienne de notre établissement, on peut accéder aux études de cycle supérieur, que ce soit le 3e cycle ou le 2e cycle. J'ai pris sur moi de ne pas parler du 3e cycle parce qu'on offre un seul programme, mais la logique est la même. Donc, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ensemble de nos études dans un seul établissement universitaire pour pouvoir graduer au cycle supérieur. Bon, est-ce possible? Oui, non, je suis très sourire, puis je vois passer plein de commentaires. Est-ce possible de devenir psychoéducateur par cumul à travers de notre université? Malheureusement pas. Pour être psychoéducateur, en fait, nous, on n'offre pas le bac. Psychoéducateur, c'est un bac en psychoéducation. Et il y a une maîtrise aussi en psychoéducation. La TELUC n'offre ni un ni l'autre. Et c'est des bacs, c'est un bac qui est spécifique, c'est une maîtrise qui est spécifique.
Et quand c'est un bac et une maîtrise spécifique, puis ça, je vais parler pour, en général, un bac par cumul ne remplacera jamais un bac qui est spécifique. Donc, un bac par cumul pourrait potentiellement mener à une maîtrise qui est spécifique. Si on dit, moi, je n'ai pas la possibilité de faire le bac, mais est-ce que je pourrais faire la maîtrise? Bien, un bac par cumul, dépendamment du contenu, dépendamment des exigences de l'université qui va offrir cette maîtrise-là, bien oui, c'est possible que le bac par cumul puisse vous permettre d'accéder à la maîtrise et là, vous permettre d'accéder à l'ordre puis de répondre à l'ensemble des exigences de l'ordre. Mais d'emblée, en psychoéducation, malheureusement, là, notre établissement ne propose pas ça. Super. Si on fait un bac par cumul et que certains cours obligatoires de notre premier certificat se retrouvent sur notre deuxième, qu'est-ce qui se passe? En fait, d'un certificat à l'autre, votre cours, encore une fois, s'il est bien réussi, va être transféré. Ça veut dire que ça s'appelle un transfert de crédit. C'est un processus administratif qui est gratuit. Donc, on prend un cours bien réussi puis on le met dans le programme. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez compléter le certificat plus rapidement. Donc, si vous aviez, mettons, 2 cours dans un programme, puis il se retrouve aussi comme obligatoire dans l'autre certificat, bien, vous allez finalement faire les 8 cours qui complètent le programme pour obtenir votre diplôme. Vous allez obtenir votre diplôme plus rapidement. Mais attention, je vais me permettre de donner une petite précision. Quand on veut faire un bac par cumul, c'est vrai que d'un certificat à un autre, le cours va être transféré. Donc, on continue notre deuxième composante, puis on la finit plus vite. Par contre, quand on fait la demande du bac par cumul, bien, on transfère l'ensemble des cours dans la structure de bac. Et là, pour avoir un bac, mes chers, on doit avoir 30 cours distincts. On doit avoir fait 90 crédits. Donc, si on a eu, par exemple, 3 cours de reconnu d'un certificat à l'autre, bien, on va vous dire à la fin, mais c'est merveilleux, mais tu dois te rendre à 30 cours distincts. Donc, choisis 3 cours complémentaires qui répondent aux exigences de la structure et ensuite, tu pourras avoir ton grade. Prochaine question. Pour la majeure en psychologie, il y a un critère d'admission qui se lit comme suit, soit avoir travaillé au moins 6 mois pour un organisme lié à la relation d'aide. Avons-nous une chance d'être admis quand même si nous n'avons pas ce critère? Par exemple, dans mon cas, j'ai travaillé 8 ans dans le milieu de la santé. Est-ce que ça peut compter? Je ne répondrai pas. Je vais quand même vous donner quelques informations. Quand on inscrit qu'il faut avoir tant d'expérience professionnelle, c'est très rare que les équipes programmes vont accepter d'aller en dessous si vous n'avez pas ça. Par contre, si vous avez une expérience qui est significative dans un domaine qui est quand même complémentaire, au domaine de la santé, je ne sais pas quelle profession vous avez occupée puis quelle responsabilité vous assumiez, mais c'est possible que même si vous êtes dans le domaine de la santé, que vous ayez eu à faire de l'intervention, qui n'est peut-être pas de l'intervention psychologique, mais peut-être de l'intervention sociale, peut-être de l'intervention finalement de pair avec l'équipe multidisciplinaire en place. Donc, ce n'est pas impossible. Moi, je vous dirais, dans ce cas-là, prenez la chance. Contactez, appelez ou écrivez l'équipe programme qui est responsable, puis présentez-leur votre profil en disant « J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je sais que je ne réponds pas à ça, mais j'ai ça. Est-ce que c'est possible? » Et là, il va y avoir une analyse de fait sur votre dossier, puis on va pouvoir vous répondre précisément. Puis si vous manque quelque chose, bien, on va aussi vous dire « Va te chercher ça. Tu as ça, mais si tu vas te chercher ça, ça va peut-être complémenter. » On essaie d'admettre le plus d'étudiants, mais on veut être sûr que ces étudiants-là puissent réussir nos programmes. Pas les admettre pour les admettre pour qu'ils réussissent. Donc, on s'assure qu'ils ont tout ce qu'il faut en partant pour réussir. Donc, appelez l'équipe programme puis faites valider tout ça. Prochaine question. En ce qui concerne le baccalauréat, est-ce une bonne formule pour augmenter nos notes universitaires pour ensuite postuler dans un programme qui est contingenté dans une autre université? Le baccalauréat, ça me semble très gros. En fait, là, comme stratégie pour pouvoir augmenter votre moyenne, souvent, c'est des cours qu'on doit reprendre. Encore une fois, là, c'est une question qui est assez pointue, puis ça dépend beaucoup de votre dossier. Mais il y a souvent dans des dossiers des cours qui ont fait chuter la moyenne. Dans certains cas, c'est possible de les reprendre. Dans d'autres, c'est pas possible. Au cycle supérieur, on ne peut pas reprendre un cours. Au premier cycle, certains cours, on peut les reprendre 1 fois, 2 fois, même 3 fois. Donc, ça dépend du cours. Ça dépend de quelle nature il est, ce cours-là. Moi, ça me semble gros, là, faire un bac pour entrer dans un programme contingenté. Je dirais d'une stratégie à plus court terme en ciblant vraiment certains cours. Mais encore une fois, là, c'est vraiment une stratégie qu'il faut adapter à votre situation
selon ce que vous avez déjà fait, selon le contingentement. C'est-tu beaucoup contingenté? Quelle moyenne vous avez? C'est quoi le taux d'admission? Donc, il y a quand même beaucoup de critères à évaluer avant de pouvoir vous répondre. Mais de façon générale, ça me paraît une stratégie un peu longue pour augmenter votre moyenne. Parlant de stratégie, est-ce qu'il est possible de faire un stage de niveau bac en recherche avec un professeur d'informatique à la TELUC avant de confirmer ou d'infirmer si je pourrais avoir de l'intérêt pour une maîtrise en informatique? On n'offre pas de bac en informatique à la TELUC, malheureusement. Donc, il n'y a pas de stage qui sont offerts là, chez nous par rapport à ça. Au premier cycle, il y a peu de stages de toute façon, de façon générale à la TELUC. C'est souvent pas ce qui est recherché par nos étudiants qui sont sur le marché du travail puis qui ont une famille. Donc, des stages, ça devient complexe un peu pour concilier tout ça. Et c'est pas, en fait, dans nos structures de bac, comme tel, on n'a pas de stage de prévu là, dans notre établissement. Puis dans ce cas-ci, en informatique, on n'offre même pas le programme. Donc, non, effectivement, il n'y a pas de stage, là. D'accord. Prochaine question. Avez-vous une formation parmi tous vos programmes en éducation qui mènent au brevet d'enseignement, s'il vous plaît? Il y a une formation, en fait, au niveau maîtrise qui permet d'obtenir le brevet d'enseignement. La maîtrise qui est, par contre, réservée, pour l'instant du moins, à une clientèle qui était offerte. Tout ça est en évolution. Fait que je vais vraiment mettre des bémols dans ce que je dis là, parce que les conditions d'admission sont en évolution. Ce qui était valide pour l'automne ne le sera peut-être pas l'automne prochain. Donc, on essaie d'arrimer pour vraiment aider le marché du travail, former des enseignants. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que la maîtrise, il fallait avoir un lien d'emploi du moins. Donc, il fallait avoir au moins un 40% de tâches d'enseignement reconnues comme professeur non légalement qualifié. Mais on n'offre pas de programme de premier cycle. Après avoir fini mon bac en comptabilité et finance, comment puis-je faire pour trouver du travail? Est-ce que j'ai droit de l'aide à ce niveau-là, au niveau de la TELUC? La TELUC n'offre pas de service de placement comme tel. Ce n'est pas non plus un service qui nous est demandé souvent. Vu que nos étudiants sont souvent sur le marché du travail actifs et ont des expériences, ce serait intéressant, effectivement, de pouvoir peut-être diversifier nos services. Donc, peut-être que dans quelques années, si on se le fait demander là, de façon récurrente, ce sera quelque chose là, qui sera offert. Pour l'instant, je suis la seule personne ressource qui va un peu parler d'employabilité. Donc, je peux vous aider, vous donner des trucs, des astuces, regarder votre CV, votre lettre de motivation, essayer de regarder avec vous, votre niveau d'aisance par rapport aux trucs et aux techniques de recherche d'emploi. Mais comme tel, on n'a pas de service de placement qui vous permet là, de vous accompagner à toutes les étapes là, de l'intégration professionnelle. Est-ce qu'il est possible de détenir le titre de psychoéducateur en faisant des certificats par cumul à l'intérieur de nos programmes en sciences humaines et sociales? C'est populaire à la psychoéducation. Ça fait 2 fois qu'on nous le demande dans la période de questions. Non, malheureusement. Je sais que ça aussi, c'est un programme psychoéducation, psychologie, travail social qui est très primé. On en manque, on en a besoin, mais malheureusement, non. Pour la psychoéducation, il y a le bac, il y a la maîtrise spécifique qui est la TELUC, n'offre malheureusement pas là, ni un ni l'autre. Peut-on démarrer un programme court ou un certificat à n'importe quel moment de l'année? Je suis un peu confuse au niveau des dates là, de trimestre. Je vous comprends d'être un peu confuse parce que c'est une structure qui est tellement flexible qu'effectivement, tu sais, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça sur campus. Donc, l'idée, OK, retenez qu'à la TELUC, il y a 3 sessions. Nous, on dit un trimestre parce que nous, on aime ça, ce mot-là, mais sur campus, tu sais, ils disent des sessions. Il y en a 3 par année à la TELUC. Puis, à partir de là, c'est possible, tu sais, de commencer un peu n'importe quand. On a quand même des dates de début puis des dates de fin. Mais ces dates-là, ils sont très longues. Je vais vous donner un exemple concret. Pour le trimestre d'automne, vous pourriez déjà déposer une demande d'admission, puis en indiquant sur votre formulaire d'admission, bien, moi, je veux débuter le 15 octobre. Moi, j'aimerais ça débuter la fin septembre. Donc, c'est possible pour vous de prévoir vos études, puis de décider à quel moment, en agissant un peu, finalement, en étant prévoyant, en agissant de façon stratégique, vous êtes capable de commencer à peu près quand vous voulez, puis de finir à peu près quand vous voulez. Vous avez toujours 15 semaines pour réussir un cours. Donc, la date de début de votre premier cours peut être le 22 septembre, puis votre collègue peut être le 1er septembre. Puis tout le monde va avoir 15 semaines à partir de cette date-là, la date à lui qui lui est très propre,
Donc, on commence en début de trimestre, on commence en fin de trimestre. Celui qui commence à fin octobre, il va quand même être de l'entrimestre d'automne pour nous. Donc, oui, la réponse est oui. Regardez sur le site Internet. Vous avez encore une fois une rubrique service, admission. Puis dans l'admission, vous allez avoir les dates importantes à retenir. Donc, allez voir là-dessus, puis on vous dit, tu peux t'inscrire au trimestre d'été depuis telle date jusqu'à telle date. Pour le trimestre d'été, on peut aller jusqu'au mois de juillet. En tout cas, ça s'étire. Fin juin, début juillet. Mais la période d'admission est très, très longue comparativement finalement aux études sur campus où on a une date limite, par exemple 1er mars, pour l'étude sur campus au trimestre d'automne. J'espère que j'ai été claire en étant assez bref. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Prochaine question, est-ce que le grade 12 de l'Ontario est reconnu comme critère d'admission à un certificat? Ça, c'est une excellente question car je ne sais pas du tout le grade 12 en Ontario, à quoi ça correspond au Québec. Au Québec, on a besoin de notre secondaire 5, on a besoin pour rentrer au cégep. Au cégep, on rentre à 17 ans. Ensuite, on a besoin du niveau collégial normalement pour accéder à l'université. Mais à la TELUC, on accepte les gens qui n'ont pas nécessairement leur diplôme d'études collégiales. Donc, si les gens ont 21 ans et plus, qui sont adultes et qui ont une expérience significative sur le marché du travail, on peut considérer là, leur candidature, puis on leur ajoute quelques petites surprises en français, en mathématiques pour être certain qu'ils ont le niveau DEC, mais on peut les admettre même s'ils n'ont pas nécessairement ce niveau-là. Donc, 12e année, j'ai l'impression que ça équivaut peut-être secondaire 5, cégep 1, mais sachez que si vous n'avez pas ce fameux DEC-là ou niveau DEC-là, ben, le critère expérientiel adulte peut quand même potentiellement vous permettre d'être admis à la TELUC. Excellent. Pour la session d'été, est-ce que les programmes en psychologie seront offerts? Ça, c'est la beauté de la TELUC, hein, parce que nous, on est à distance, donc nos programmes, on n'a pas de locaux à gérer et nos programmes sont offerts en grande majorité. Je ne dirais pas toutes, parce qu'encore une fois, il faut se garder une petite gêne, mais la grande majorité de nos programmes sont offerts toute l'année, à toutes les sessions. Donc, il y a des programmes par cohorte. Faites attention, comptabilité, par exemple, mais c'est très minoritaire. La grande majorité de nos programmes, vous les faites là, à toutes les sessions. Vous pouvez les faire à toutes les sessions. Bon, super, Guylaine. On est passé au travers de la période des questions dans le module questions-réponses que l'on suggérait aux gens là, de passer par pour nous parler, mais il y en aurait peut-être encore quelques-unes dans le clavardage que je vais essayer de récupérer. Est-ce que tu as encore suffisamment d'essence dans le réservoir là, pour qu'on poursuive? Denis, c'est ta dernière soirée. Je suis là tant que tu es là. Je n'abandonne rien. On va veiller tard, c'est ça. En voici une ici. Est-ce qu'un certificat fait dans une autre université il y a 10 ans, est-ce que c'est toujours valide pour l'intégrer dans un bac par cumul, par exemple? OK. On se souvient que la durée de vie d'un cours universitaire, c'est environ 10 ans. Donc, à partir de, tu sais, quand on prolonge ce délai-là, c'est possible que vos cours soient considérés comme désuets ou qui ont besoin d'une mise à jour. Donc, à partir de là, si vous êtes en mesure de démontrer que vous avez tenu à jour vos connaissances par vos expériences professionnelles, vos formations extrascolaires, c'est pas impossible. Par contre, je vous dirais que normalement, c'est en bas de 10 ans. Dans certains programmes, il est mentionné l'astérisque qui suit le titre d'un cours, indique qu'il n'est pas offert actuellement. Est-ce que cela signifie qu'il est impossible de compléter le programme en ligne à la TELUC? C'est une bonne question, ne sachant pas de quel cours il s'agit et de quel programme il s'agit. Par contre, ce que je sais, puis ce que je peux vous dire, c'est que quand les cours ne sont pas offerts, c'est justement qu'ils sont révisés ou qui sont mis au goût du jour, sont actualisés. Et il n'y a pas d'étudiant qui est brimé parce qu'il y a un retrait de cours puis qu'on change une version. Donc, assurément que l'équipe programme va trouver une solution pour que vous ne soyez pas désavantagé de ça. Prochaine question. Est-ce que quelqu'un titulaire d'un DEC en formation technique, est-ce qu'on doit quand même passer par le cours Math1000, outils mathématiques, pour prendre la majeure en informatique? Encore une fois, il y a des cours, en fait, au niveau mathématique qui sont établis. Fait que quand vous envoyez votre technique, ils vont regarder c'est quoi les cours qui ont été faits puis c'est quoi les résultats qui ont été obtenus. Donc, c'est fort possible que si vous avez fait, parce qu'on sait qu'il y a des cours de maths en informatique,
que finalement, c'est possible que votre cours soit reconnu, que vous n'ayez pas besoin de le faire. Donc, ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que les reconnaissances d'acquis au niveau collégial versus universitaire, c'est uniquement pour les gens qui ont fait un programme technique collégial. Donc, un ensemble de cours collégiaux peut équivaloir à un cours universitaire. Donc, encore une fois, c'est une analyse de dossier. Ils vont regarder qu'est-ce que vous avez fait, quelles notes vous avez obtenues, puis selon le programme, ils vont statuer en conséquence. Bon, je ne vois pas d'autres questions au moment où on se parle. Il y a une admiratrice qui nous demande s'il est possible de remercier de nouveau très chaleureusement Denis pour sa grande collaboration au cours des 33 dernières années et aussi vous remercier, Guylaine, pour votre présentation très claire et aidante dans notre réflexion. Est-ce que tu as le goût d'ajouter quelque chose, Guylaine? J'ai envie de dire, Denis, que tu vas beaucoup nous manquer, puis que, encore une fois, j'ai adoré travailler avec toi. Le temps passe vite de même. Tu es intéressant, tu es souriant, tu es professionnel. Tu vas nous manquer. On sait qu'il y a une belle relève qui arrive. On l'a vu, ta relève, puis vous allez voir que les étudiants ne seront pas mal pris, ils vont être informés, ça va être dynamique, ça va être le fun. Mais on a un petit peu le cœur serré aujourd'hui quand même. Ah ben merci beaucoup. Je pense que ça a passé tellement vite. On est déjà rendu à la fin du webinaire. Alors, si tu as le goût de conclure en terminant, ben, ça serait le bon moment. Bien, parfait. Donc, merci à vous tous de vous être présentés en si grand nombre ce soir. Ça nous fait un grand plaisir de pouvoir vous transmettre un lot d'informations. On est conscient que c'est beaucoup, donc gênez-vous pas à nous écrire, à nous relancer, l'information générale, moi, les équipes programmes. On est tous là pour essayer de vous outiller le mieux possible, puis faire en sorte que pour vous, la TELUC soit une option qui est aidante pour concilier le travail, la famille, pour vous permettre de ne pas lâcher votre travail puis quand même parvenir à d'autres objectifs professionnels. Donc, on croit qu'on est aidant, on croit que la formation à distance est quelque chose qui va être de plus en plus populaire, puis on est fiers d'en faire, on le fait bien. Donc, on espère qu'aujourd'hui, on vous a transmis quelques bases d'informations qui vous a assez stimulé pour avoir envie d'en savoir plus puis nous contacter. Donc, merci beaucoup d'avoir été en si grand nombre présent. Puis, on sera là pour la suite si ça a permis d'allumer une petite lumière puis d'avoir envie de continuer. Fait que merci et bonne soirée à tout le monde. Et mon cher Denis, j'ai presque pas envie que tu passes sur le piton. Non, pas tout de suite. J'aimerais préciser aux gens qui sont inquiets un petit peu parce qu'ils sont soit arrivés en retard ou qui ont eu des problèmes techniques. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais soyez rassurés, là, dès que le webinaire aura été archivé, vous recevrez au cours des prochains jours là, les instructions d'usage pour voir ou revoir celui-ci en différé au moment qui vous convient. Fait que, à mon tour de vous remercier d'avoir été là. C'est une page d'histoire qui se tourne pour moi, mais je quitte la TELUC, mais jamais la TELUC ne me quittera. Alors, merci à tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Au revoir.